Masechet Baba Batra, Daf Memhe. Memhe Amoud Bet. Et on va commencer par Memhe Amoud Aleph, à la 6e ligne. Machriz Rava. Vetema Rav Papa. Rava faisait une proclamation, c'est-à-dire qu'il a enseigné en public. Vetema Rav Papa. Certains disent que c'est pas Rava qui a dit ça, c'est Rav Papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Des salkin le'ela, vedenachtin letata. Ceux qui montent en haut et ceux qui descendent en bas. Quand on monte forcément vers là-haut. Et quand on descend vers le bas. Alors, que veut dire ceux qui montent en haut, ceux qui descendent en bas? Ça veut dire ceux qui ont fait leur aliyah en Israël, alors ils montent vers le haut. Ceux qui descendent d'Eretz Israël vers la Babylonie, ils descendent vers le bas. On sait que Eretz Israël, Gevoha Mikol Haratzot, Eretz Israël est la plus élevée. C'est la terre, le pays le plus élevé. Alors que la Babylonie est dans une cuve, c'est le plus bas. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Bavel, chez Hamaboul, Hovil, Lesham, Kol Mete Maboul, Minagavo la Namour. C'est-à-dire, ça porte aussi un autre nom. Quel est le deuxième nom de la Babylonie? Eretz Shin'ar. Et pourquoi ça s'appelle Shin'ar? Shenin'aru Lesham Kol Mete Maboul. C'est-à-dire, quand vous avez à l'intérieur d'un plan d'eau, vous avez des éléments avec un courant d'eau qui emporte ces éléments. Où est-ce qu'ils vont atterrir? Ils sont à l'intérieur de l'eau. Où est-ce qu'ils vont arriver? Eh bien, dans l'endroit le plus bas du bassin, le plus profond. Alors, la Babylonie étant le pays le plus profond de la planète, c'est-à-dire par rapport aux régions habitées, alors le Maboul a entraîné là-bas tous les cadavres du Maboul. C'est pour ça que ça s'appelle Bavel, comme Maboul. Hovil Lesham, chez Hovil Lesham, et Kol, mettez Maboul, Minagavo à la Namour. Bon, en tout cas, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, quand on parle de Aliyah, on parle de Aliyah de la Babylonie vers Eretz Israël, parce qu'à l'époque, il y avait des voyages fréquents. À l'époque des Amoraïm, il y avait le monde de la Torah en Israël et le monde de la Torah en Chutz La'aretz. En Eretz Israël, il y avait Rabbi Yohanan. Et en Chutz La'aretz, il y avait Rav ou Shmuel, et tous les Amoraïm qu'on connaît dans le Talmud Bavli. Et il y avait le Talmud Yerushalmi. C'est Rabbi Yohanan, Rish Lakish, Rabbi Elazar ben Pedat. Donc il y avait les Amoraïm d'Eretz Israël et ceux de La'aretz. Alors il y avait beaucoup de voyages. Il y avait un vase communicant entre les deux mondes de la Torah. D'ailleurs, à chaque fois, on retrouve dans la Gemara, Bema'arava Amre. À l'ouest, on disait, c'est au Ma'arava, Eretz Israël, par rapport à la Babylonie qui est à l'est. Donc c'est comme ça qu'il l'avait dit. Il avait dit, ceux qui montent là-haut, c'est-à-dire ceux qui vont de la Babylonie en Israël, ou bien ceux qui descendent en bas, ceux qui viennent d'Eretz Israël en Babylonie. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Une déclaration, une halakha que je voudrais qu'elle soit publique, claire, nette et précise. Laquelle? Haï bar Israël, des abinle, hamra le Israël havre. Imaginons un ben Israël qui a vendu un hamor à son prochain. Veka'ate akum, ve'anisle mine. Est venu un goy et lui a saisi ce hamor, prétendant que ce hamor-là, qu'il a acheté, il a acheté d'un voleur. Il lui a dit, sache que Réhouven, qui t'a vendu à toi, Shimon, ce hamor, en fait, il me l'a volé à moi. Qui est-ce qui parle? Le goy.
le goy dit au juif qui a acheté le hamor, il lui dit, sache que tu as acheté un hamor volé, c'est le mien. Tu es tombé sur un escroc. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a pris, il lui a saisi. Maintenant, quand il s'est retourné contre l'acheteur, contre le vendeur, il lui dit, moi, tu te moques de moi ou quoi? Tu m'as vendu le hamor qui appartenait au goy? Il a dit, jamais de la vie. Moi, je vais lui voler le hamor? Pas du tout. J'ai jamais volé. C'est lui le voleur. Alors maintenant, qui faut-il croire? Il se peut, sait-on jamais. Peut-être que ce juif-là, malheureusement, ce Réhouven, a volé le hamor du goy. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Monsieur Réhouven, tu prétends que tu n'as pas volé du goy? Maintenant, ton acheteur, il s'est fait saisir. Est-ce que tu peux avoir des preuves comme quoi c'était le tien? Si tu peux avoir des preuves, ça nous arrange. Alors va au tribunal des goïms, et va poursuivre en justice ce goy avec les preuves que tu détiens. Et tu leur dis, voilà ce qu'il a fait. Moi, Réhouven, j'ai vendu un hamor à Shimon. Ce goy est venu, il a saisi, prétendant que je lui ai volé. Voilà les preuves que je lui ai jamais volé, que c'était mon hamor. Alors c'est un devoir pour le vendeur de sauver l'acheteur des mains de celui qui l'a spolié, du goy. Alors c'est ça ce qu'il a enseigné. Je répète, Haïbar Israël, ce fameux juif, des Abin les Hamra les Israël Havré, qui a vendu un hamor à son prochain, un autre Israël. Vekaate Akum ve'anis lemine. Est venu à Akum, c'est quoi Akum? Un goy. Pourquoi on l'appelle Akum? C'est les initiales de Roved Kochavim ou Mazalot. Un idolâtre qui sert les astres et les constellations. Alors, Dinahu, c'est ça ce qu'enseigne Rava. Dinahu de mefatse lemine. Il est du devoir, c'est un din, que le vendeur aille sauver l'acheteur des mains du spolieur, de celui qui est venu le spolier. Alors, le Rashbam, ce qui est beau, le Rashbam, vous savez, il a l'écriture facile. Il avait la générosité de l'écriture. Contrairement à Rashi, qui est très concis, très court, Rashbam, il s'étend et il explique en long et en large. Très long. Eh bien, lui, il dit, par exemple, d'où vient ce mot « mefatsele ». Mefatsele, on a l'impression que c'est des pitsouim, des indemnités, si on parle l'hébreu moderne, n'est-ce pas? Il dit, non, la racine, c'est le verbe « apotse et David avdo ». Vous connaissez ce pasuk? Apotse et David avdo, mecher evra, petseni ve'atzileni. Petseni ve'atzileni. Donc, potse, ça veut dire sauver, délivrer. Alors, il a un devoir d'être mefatse, les havrés. Il doit aller sauver l'acheteur. Il ne doit pas dire, après moi, le déluge. Moi, j'ai déjà encaissé mon argent. Alors, l'autre, il s'est fait saisir. C'est son problème. Ce n'est pas le mien. Non, il ne faut pas réagir ainsi, car s'il a la possibilité, il se doit de s'immiscer dans cette affaire et de sauver l'acheteur. Mais dans quel cas il n'a pas l'obligation? Velo amaranela she'eno makir ba sheibat hamoro, aval makir ba sheibat hamoro lo. Quand est-ce qu'en effet le vendeur a un devoir vis-à-vis de l'acheteur et il se doit de s'immiscer dans ce dossier pour le sauver? C'est seulement si l'acheteur lui-même le regarde en écarquillant les yeux. Il lui dit, dis-moi Réhouven, tu es un escroc?
tu m'as vendu un hamor que tu as toi-même volé à ce goy. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Pas du tout, je ne l'ai pas volé, c'est lui le voleur. C'est lui maintenant qui t'a volé le hamor. Ça s'appelle parole contre parole. L'acheteur, lui, son cœur balance entre les deux. Il dit, mais qui a raison dans cette histoire? Il ne sait pas qui a raison. Étant donné que lui-même est dans le pétrin, dans le dilemme, dans le doute, il est du devoir du vendeur d'aller intervenir auprès des tribunaux pour sauver l'acheteur. Mais si l'acheteur savait exactement que ce hamor appartenait aux Juifs, il l'avait vu naître, ce hamor, dans le troupeau du Juif, il était lui-même convaincu, et il le savait pertinemment, que c'est le goy qui l'a volé, qui est venu le spolier. C'est pas une saisie, c'est une spoliation. Alors, dans ce cas-là, il n'a que ses larmes pour pleurer, c'est-à-dire qu'il doit aller lui maintenant au tribunal pour poursuivre le goy qui l'a volé. Il va aller chez les goyim, dans leurs tribunaux, et le poursuivre en justice. Mais ce n'est plus du devoir du vendeur. Le vendeur, lui, il lui dit, dis-moi, moi je t'ai vendu quelque chose que j'ai volé, est-ce que tu as un doute si je suis un escroc ou pas? Si tu avais un doute, alors je rentre, je m'y mets, je m'investis, je m'immisce dans ton affaire, dans cette affaire, parce que je ne suis pas sorti de ce pétrin. Mais là, en l'occurrence, ça y est, moi je t'ai vendu, et tu sais très très bien, tu as vu ce hamor naître dans mon troupeau. Tu sais très bien que je ne l'ai pas volé. Alors à partir du moment où l'acheteur n'a aucun doute que le vendeur n'est pas un voleur, n'est pas un escroc, c'est qui le voleur? Il le sait, c'est le goy. Donc quel rapport maintenant? Lui, le vendeur, il n'a pas à perdre du temps, il n'a pas à aller aux tribunaux et aller démontrer, prouver que c'est faux ce que dit le goy voleur. Il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que l'acheteur n'a aucun doute que le vendeur est un vendeur légitime, légal. Alors je résume encore une fois. Dans quel cas, dans ce contexte-là, où on a Réhouven, Shimon et le goy, Réhouven a vendu un hamor à Shimon, ensuite le goy est venu et a spolié Shimon, il lui a pris ce hamor sous prétexte que Réhouven le lui a volé au goy. Eh bien, on a dit qu'il y a deux cas de figure. Soit Shimon ne sait pas qui dit vrai. Est-ce que c'est Réhouven qui lui a vendu le hamor qui dit vrai, comme quoi ça lui appartenait depuis toujours? Ou bien est-ce que c'est le goy qui a raison et que c'est vrai que Réhouven le lui a volé, son hamor, il a revendu à Shimon? Dans un cas pareil, où l'acheteur n'est pas convaincu, dans ce cas-là, il est du devoir du vendeur de s'investir dans cette affaire et d'aller au tribunal pour aller sauver Shimon en donnant toutes les preuves que ce hamor lui appartenait à lui, Réhouven, et pas au goy. Mais dans la mesure où Shimon, l'acheteur, n'a aucun doute, il sait très très bien que ce hamor appartenait à Réhouven. Il a vu naître dans son troupeau. Et simplement, le goy qui lui a spolié ce hamor, c'est un voleur, eh bien c'est pas l'affaire de Réhouven. Réhouven n'a rien à faire dans cette histoire. C'est Shimon qui a une malchance d'être tombé sur un voleur. Eh bien à lui d'aller au tribunal goy et poursuivre en justice le goy. Encore une précision, Velo amaranela, de lo anis leledide ou le ukfa. Aval anis leledide ou le ukfa, lo. C'est-à-dire, quand est-ce qu'en effet, il a l'obligation de s'immiscer là-dedans pour démontrer que le goy, que les déclarations du goy sont fausses, comme quoi lui, il est le vrai propriétaire légitime de ce hamor. Lui, Réhouven, il était le vrai propriétaire, et il a revendu
de manière légale ce Hamor à Shimon, et le menteur dans l'histoire, c'est le Goy. Dans quel cas, en effet, il se doit de s'investir dans cette affaire pour sauver l'acheteur, c'est uniquement si le Goy, quand il a saisi le Hamor, il a saisi le Hamor, mais il a retiré la selle. C'est-à-dire que quand il y a un Oukaf, une selle sur un Hamor, quand le voleur vient voler, est-ce qu'il prend le temps de retirer le Oukaf? Pas du tout. Si déjà il vole tout. Vous avez déjà vu un voleur qui prend le portefeuille, il retire de là-bas juste, sur les 5000 shekels qu'il y avait, il prend juste 3000, il laisse 2000. Non. Un voleur, s'il vole, il vole tout. Alors là aussi, le Hamor, avec le Oukaf, si le Goy était un voleur notoire, il aurait tout volé. Le Hamor et le Oukaf. Or, qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit le Goy à Shimon? Il lui dit, tu sais, en fait, moi, je me suis fait voler que le Hamor, je me suis pas fait voler la selle. Alors moi, je suis quelqu'un de droit, de loyal. Ne crois pas que je suis n'importe qui. Et ne crois pas que je suis un voleur. Le Goy dit à Shimon, Réhouven qui t'a vendu le Hamor, il m'a volé le Hamor. Et c'est ce Hamor que je récupère. Mais le Oukaf, la selle, il ne me l'a pas volé. La selle, elle lui appartenait. Alors il n'y a pas de problème. La selle, je te la laisse. Parce qu'il ne m'a pas volé la selle. Moi, je suis un homme droit. Je ne te raconte pas des histoires à dormir debout. C'est dans ce cas où, en effet, Réhouven, le vendeur, a l'obligation de sauver Shimon, l'acheteur, des mains du Goy qui prétend que ce Hamor lui a été volé à lui par Réhouven, le vendeur. Et pourquoi il se doit à ce moment-là de s'investir, mais pas dans le cas inverse, c'est-à-dire si le Goy a tout spolié aux Juifs, s'il lui a pris et le Hamor et le Oukaf, alors Réhouven n'a pas besoin de rentrer dans cette affaire, de s'immiscer là-dedans. Vous savez pourquoi? Parce que quand il lui a tout pris, tout laisse à croire que c'est un voleur, que le Goy est un voleur. Comme tous les voleurs, ce qu'ils trouvent, ils volent. Ils prennent tout. Hein, c'est pas comme, vous connaissez l'histoire, la blague de celui qui avant Shabbat, il ne savait pas où garder les 10 000 shekels. Il était dans la ville, il est arrivé à la synagogue, il dit « Où je peux cacher mon argent ?» Il a eu une idée. Il a ouvert le Sefer Torah, aux 10 commandements, et il a mis l'argent à côté de l'Otignov. Il a refermé le Sefer. Il a dit quelqu'un qui va voir l'Otignov, il ne touchera pas. Après Shabbat, il vient chercher son argent, il ne trouve pas. Alors, il roule tout le Sefer. Et il trouve combien? 5000 à côté de Ve'ahavta, les Re'acha Kamocha. Alors, là, en effet, s'il lui a pris le Hamor, il lui a laissé le Oukaf, alors là, on peut parler de quelqu'un de loyal. Mais s'il lui a tout pris, tout laisse croire que c'est un voleur. Alors, dans ce cas-là, en effet, figurez-vous que Réhouven n'aura pas l'obligation de s'immiscer dans cette affaire, de sauver Shimon des mains du Goy. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le Goy est un voleur. En l'occurrence, c'est sûr que le Goy est un voleur. Mais la Gemara conclut ce sujet comme ça. Amimar Amar, afilu leka kol hanne, lo, maitama, mida yada, destam oved kochavim, anasu, shene'emar, asher piem diber shav, viminam yemin shaker. Amimar dit, il n'y a aucune différence, ni s'il reconnaît le Hamor, il ne reconnaît pas le Hamor, en sachant qu'il est né chez Réhouven, le vendeur, ou bien que le Goy lui a pris le Hamor avec le Oukaf, ou bien sans le Oukaf,
ça ne change absolument rien. Dans tous les cas de figure, Réhouven n'a aucune obligation d'aller aider Shimon à sauver la mise, d'aller délivrer son hamor des mains du goy. Pourquoi? Parce que il le sait pertinemment, l'acheteur, que entre les deux, entre Réhouven le juif et le goy qui lui a saisi, qui lui a pris ce hamor, c'est sûr que c'est une spoliation. C'est sûr et certain qu'entre les deux, il n'y a pas de photo. S'il faut soupçonner quelqu'un de voleur, il n'y a pas de doute. Tu ne mets pas les deux sur la balance à équivalence. Tu ne mets pas d'un côté Réhouven et de l'autre côté le goy, et tu te poses la question, qui dit vrai? Et comme on a dit tout à l'heure, que c'est dans ce cas-là que Réhouven a l'obligation d'aller sauver Shimon des mains du goy. Pas du tout. D'après Amimar, Réhouven n'a jamais besoin de délivrer Shimon. Pourquoi? Parce que Shimon le sait que Réhouven n'est pas le voleur. Puisque le goy est venu, lui a pris le hamor, même s'il ne lui a pas pris le houkaf. Réhouven n'a pas besoin de s'investir pour aller au tribunal et sauver Shimon. Pourquoi? Parce que Shimon, l'acheteur, il sait très très bien que c'est le goy le voleur. Comme dit le pasuk, Asher pihem diber shav, viminam yemin shaker. Vous connaissez ce pasuk? Asher pihem diber shav, viminam yemin shaker. Chez les Marocains, on chante ce mizmor, Motzae Shabbat. Et David Baruch Hashem, Tsori, Tsudati. Alors, hein? Nachon. Eh bien, Viminam Yemin Shaker. C'est qui le menteur? Asher Pihem Diber Shav. Leur bouche parle des paroles vaines, futiles. Viminam Yemin Shaker. Leur droite est une droite pour voler Besheker. Ça veut dire, ils prennent l'argent Besheker. Donc, il ne faut pas leur faire confiance. Alors, c'est comme si on disait à Shimon, il n'y a pas photo, il n'y a pas de doute. C'est sûr que Réhouven t'a vendu un hamor qui lui appartenait, et celui qui t'a volé, c'est le goy qui est venu te le voler. Alors, puisqu'il n'y a pas de doute, Réhouven n'a pas besoin de se fatiguer, d'aller au tribunal pour aller démontrer, prouver que c'était lui le vrai propriétaire et qu'il a vendu légalement et loyalement ce hamor. Et maintenant, nous allons entamer un sujet plus complexe. La Mishnah nous a enseigné Uman enlo hazaka. Vous en souvenez, il existe deux sortes de hazaka. Hazaka pour l'immobilier et hazaka pour le mobilier. Quand on parle de hazaka comme preuve pour un achat immobilier, qui est-ce qui se souvient combien d'années il faut exploiter le bien immobilier? 3 ans. Si pendant 3 ans, l'occupant a exploité le bien sous silence de l'ex-propriétaire, qui ne dit mot consent, même si plus tard l'ex-propriétaire vient objecter, interpeller l'occupant prétendant qu'il lui a volé cet endroit, il lui dit « Moi, je ne l'ai pas volé, c'est toi qui me l'as vendu. » « Ah oui, je te l'ai vendu. Où est l'acte de vente? Où est l'acte d'achat? » Il lui dit « Je l'ai perdu. » Eh bien, après 3 ans, il est tout à fait en droit de le perdre en quelque sorte, puisqu'il a constaté pendant ces 3 ans du silence de l'ex-propriétaire que, qui ne dit mot consent, ça veut dire qu'il lui donne son approbation. Sinon, un homme ne se tait pas pendant 3 ans. Quoi, tu te réveilles aujourd'hui? Alors, on a déjà appris Hazaka, Shalosh, Shanim, 3 ans. Mais qu'en est-il pour le mobilier? Par exemple, donnez-moi un exemple du mobilier. Une montre. Allez, la Rolex. Tout le monde connaissait la Rolex. Elle appartenait à qui? À Réhouven. Maintenant, elle se trouve chez qui? Chez Shimon. Qu'est-ce que dit Réhouven à Shimon? Rends-moi ma Rolex. Voleur. Shimon, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu me l'as vendue.
Alors, qui dit vrai? Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas, mais nous avons une présomption halachique. Hazaka, kolma, shetahat yado shel adam, shelo. On présume que toute chose qui se trouve chez quelqu'un, c'est que c'est à lui. Ça lui appartient. D'accord? Alors, quelles sont les exceptions? Par exemple, il y a une exception. Quelle est l'exception? Dvarim ha'asuim le'ash'il ou le'askir. Des choses qui sont faites pour être prêtées ou louées. Je prends un exemple. Un stylo. D'accord? Moi, j'avais un stylo. Un Mont Blanc. Et maintenant, il se trouve chez toi. Moi, Réhouven. Maintenant, ce Mont Blanc, il est chez Shimon. Tout le monde avait vu ce Mont Blanc chez Réhouven. Alors, Réhouven dit à Shimon, mais rends-moi le Mont Blanc, c'est le mien. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais tu me l'as vendu. Qui faut-il croire? Réhouven ou Shimon? Bravo. Là, on donne raison à qui? À Réhouven. Pourquoi? Car un stylo, c'est fait pour être prêté. Tu peux me prêter ton stylo, s'il te plaît? Et je te prête. C'est pas comme une Rolex. Une Rolex, tu peux pas me dire, prête-moi ta Rolex. Je te prêterai pas ma Rolex. Mais te prêter un stylo, je te prête. Dvarim ha'asuim le'ash'il ou le'haskir. Il n'y a pas cette hazaka, de hazaka kolma shetahat yado shel adam shelo. Qu'on présume que tout ce qu'il y a dans la main d'une personne, c'est que c'est certainement à elle. Non, cette présomption n'existe pas. Alors, maintenant, la Mishnah nous a dit également qu'il y a encore un cas où cette présomption n'existe pas. C'est qui? C'est le Ouman. Ouman, c'est un artisan réparateur. Lorsque je donne mon appareil, par exemple, je donne mon appareil à eau, il s'est abîmé, je le donne à réparer au Ouman, à l'artisan. D'accord? Il va me le réparer. Ensuite, quand je viens le chercher, il dit, mais pas du tout. Cet appareil, tu me l'as vendu. Et moi, je dis, mais ça ne va pas, non? Je l'ai donné à réparer, comment je t'ai vendu? Rends-moi mon appareil. Qui faut-il croire? L'ex-propriétaire. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'un objet qui est donné à l'artisan pour réparer, c'est quelque chose de fréquent. Comme on a dit tout à l'heure, quelque chose que je prête, eh bien, qui est habituellement prêtable, on ne peut pas prétendre, lorsqu'on l'a dans la main, comme quoi il est à nous, on l'a acheté. Parce que, fort possible qu'il lui a prêté. D'accord? Alors, la même chose pour le Ouman. La Mishnah nous a dit, Ouman enlo hazaka. Un artisan réparateur d'objets n'a pas la présomption d'être propriétaire de l'objet qu'on lui a confié, plutôt qu'il détient. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible qu'on lui a confié pour le réparer et non pas qu'on lui a livré pour une vente. D'accord? C'est parole contre parole, mais la hazaka ne tient plus. Il n'y a pas cette présomption que ce qu'il détient, c'est à lui. Alors maintenant, on va voir ici une mahloket entre Rabba et Abaye à propos du Ouman. C'est pas aussi pachout de comparer le Ouman à Dvarim ha'asuim le'ash'il ou le'askir, à des objets qui sont faits pour être prêtés ou loués. Pour des objets qui sont faits pour être prêtés, comme j'ai dit le Mont Blanc, le stylo, alors là c'est sûr qu'il n'a pas de hazaka. Même s'il prétend qu'il a acheté, et l'autre il dit tu me l'as volé, ou je te l'ai prêté, pardon. Je te l'ai prêté pour écrire avec, et maintenant tu me le voles. Qui on croit? Le propriétaire d'Aaron et pas l'utilisateur. Mais à propos du Ouman, à propos de l'artisan qui prétend que le bonhomme, le propriétaire lui a vendu, et le propriétaire dit c'est pas vrai, je lui ai donné pour le réparer, c'est pas dans tous les cas de figure, c'est-à-dire on verra tout de suite une mahloket à ce propos. Amar Abba, lo shanu ella, shemasarlo be'edim, aval masarlo shelo be'edim, mitor sheyachol lomar lo, lo hayu devarim me'olam,
Qui amar lenam eleku haibi a dit meheman. C'est-à-dire, dans quel cas, en effet, la Mishnah nous a enseigné que l'artisan n'a aucune présomption de propriété? C'est seulement si le propriétaire de cet objet lui a confié devant des Edim, devant des témoins, il lui a dit « je te le donne à réparer ». Et maintenant, qu'est-ce qu'il raconte? L'artisan, qu'est-ce qu'il raconte? Après que tu me l'aies donné à réparer, ensuite, tu me l'as vendu. Ça peut arriver. Ça peut arriver, d'accord? Mais c'est parole contre parole. Qui a raison? Quelle est la halakha? À qui on donne raison? Non, à l'ancien propriétaire, parce qu'il a eu 2 témoins auparavant. Bravo! Il avait 2 témoins que quoi? Comme quoi il lui a donné à réparer. Excellent! Dans ce cas où il a 2 témoins qui lui a donné l'objet à réparer, et l'autre prétend que après lui avoir confié pour la réparation, ensuite il lui a dit, dis-moi, t'as pas envie de me le vendre? Ça c'est un appareil qui est dernier en série, ça m'intéresse vivement, je suis prêt à te l'acheter. Et tu me l'as vendu. Donc au début tu me l'as confié pour le réparer, mais ensuite tu me l'as vendu. L'autre lui dit, c'est pas vrai, je te l'ai jamais vendu. Depuis le début, je te l'ai donné devant 2 témoins à réparer. Alors ne raconte pas d'histoire. C'est dans ce cas, en effet, que la Mishnah prétend qu'il n'a pas de chazaka. L'artisan n'a aucune chazaka. Il doit restituer l'objet à son propriétaire. Mais s'il ne lui a pas confié devant 2 Edim, s'il ne lui a pas donné devant 2 Edim pour réparer, il lui a donné en aparté. Nachon? Alors l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu me l'as donné, mais tu me l'as donné, tu me l'as vendu. En fait, depuis le début, tu ne me l'as pas donné à réparer. Depuis le début, tu me l'as vendu. Qui faut-il croire? Rabat donne raison à l'artisan. Et pourquoi? Parce qu'il dit, il a un migo. Quel migo? Je vous donne le migo de... Comment il s'appelle? Le migo de la Gemara, tel quel, il est difficile à digérer. Le migo de la Gemara, c'est migo qu'il aurait pu dire Lo hayud varim me'olam. Ni vu ni connu. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. D'accord? Tu me l'as jamais remis. C'est un autre objet ou quelque chose comme ça. D'accord? C'est pas Bichlal, ce n'était pas à toi. Alors moi, j'avoue que c'est toi qui me l'as donné, mais tu me l'as donné en tant que vente. C'est comme ça qu'on pourrait traduire littéralement la Gemara. Mais le Rashbam n'explique pas comme ça la Gemara. Rashbam dit Lo hayud varim me'olam, ça veut dire les choses ne se sont pas déroulées comme toi tu le prétends. Tu prétends que tu me l'as confié pour le réparer. Or, moi, je te dis que tu ne me l'as pas donné pour le réparer. Toi, tu me l'as donné directement pour me le vendre. Parce que je t'ai dit que ça m'intéresse. Alors, directement, tu me l'as vendu. Quel est le migo? Le migo, c'est qu'il aurait pu dire, en fait, toi, tu l'as vendu à quelqu'un d'autre. On va les appeler Réhouven, Shimon, Lévi. Lévi, c'est l'artisan. Réhouven, c'est l'antagoniste. C'est lui, le propriétaire. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, Lévi? Moi, Réhouven, je ne te connais même pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Toi, Réhouven, tu as vendu cet appareil à Shimon. Shimon me l'a vendu. Alors, Bichlal, je ne te connais même pas. Lo hayud varim me'olam. Entre toi et moi, il n'y a rien eu. Il aurait pu lui dire ça. Mais il n'a pas dit ça. Il lui a dit, en fait, toi, Réhouven, tu me l'as vendu. Alors, c'est ce qu'il dit, Rava, mitor shiachol lomar, lo hayu devarim me'olam, qui amar lenami, le kohai biadi meheman. Du fait qu'il aurait pu prétendre, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Toi, tu l'as vendu à Shimon et Shimon me l'a vendu. Du fait qu'il aurait pu dire ça.
Et il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, tu me l'as vendu, il faut le croire. Comme quoi, il ne lui a jamais donné pour réparer, en tant que réparation. Alors, Rabotaï, dans quel cas, en effet, l'artisan était à même de prétendre, il a tout ce migot? C'est lorsqu'il n'y a pas de Edim. Vous entendez, les amis? Mais s'il y avait des témoins qui étaient présents au moment où il lui a confié cet objet pour le réparer, alors dans ce cas-là, il n'a plus de migot. Car il ne peut pas lui dire, Lo hayud varim me'olam, moi je l'ai acheté de Shimon, qu'il a acheté de toi. Il n'a pas ce migot, puisqu'il y a des Edim qui ont vu clairement qu'il lui a confié pour le réparer. C'est la raison pour laquelle Rabat prétend que la Mishnah qui nous a enseigné que le Ouman n'a pas de Chazaka, le Ouman ne bénéficie pas de la présomption de propriété parce qu'il détient l'objet, comme toute personne. En général, par exemple, Réhouven et Shimon. Shimon n'est pas un artisan. Réhouven était propriétaire d'un appareil. Maintenant, cet appareil se trouve chez Shimon. D'accord? Qu'est-ce que lui dit Réhouven à Shimon? Tu me l'as volé. Qu'est-ce que Shimon répond? Tu me l'as vendu. À qui on donne raison? À Shimon. Chazaka kolma shetachat yado shel adam shelo. Mais on a dit que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas lorsqu'il s'agit de quoi? Lorsqu'il s'agit de Ouman. Alors il te dit, quand est-ce que ça ne fonctionne pas pour un Ouman? Uniquement dans la mesure où il lui a confié Be'edim. Là, il n'a pas de migo. Mais s'il ne lui avait pas confié Be'edim, étant donné qu'il a un migo, il est Ne'eman, il est crédible quand il dit « tu me l'as vendu ». Puisqu'il aurait pu dire « là, je ne te connais même pas, moi je l'ai acheté de Shimon, qu'il a acheté de toi ». Donc je vous ai donné le pirouge de Rajban. Amarle Abaye. Mais Abaye n'est pas d'accord avec Rabat. Vous savez que Rabat, c'était l'oncle et le rave de Abaye. Amarle Abaye Yachi, Afilu Be'edim Nami, מתוך שיכול לומר, החזרתיו לך, כי אמר לקוחי בידי מהימן. אמר לאביי, Abaye adresse une objection à Rabat. Il lui dit, Yachi, afilu be'edim nami, mitoch sheyachol lomar lo, החזרתיו לך, כי אמר לקוחי בידי מהימן. La Gemara dit, Abaye plutôt adresse une objection en disant, pourquoi tu dis que quand il y a des edim, au moment de la livraison, au moment de la transmission de l'objet, du propriétaire à l'artisan, alors là l'artisan ne bénéficie pas du migo, et donc on ne lui accorde pas de crédibilité. C'est pas vrai? Il peut avoir un migo, même au cas où il lui a confié l'objet, devant deux edim. Quel est le migo? Mitor sheyachol omar lo ehezartiv lecha. Il aurait pu lui dire, écoute, certes, tu m'as confié l'appareil devant deux edim, il n'y a pas de problème, mais je te l'ai déjà rendu. Il aurait pu dissimuler l'objet, le cacher, et il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux? L'objet que tu m'as confié devant deux edim pour le réparer, je te l'ai rendu. Alors maintenant, il peut monter et descendre. Alors, il n'a pas dit ça. L'artisan aurait pu le dire, il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est là, le voilà, et tu me l'as vendu. Alors, il faut le croire. C'est une couchia atomique de Abaye. Il dit, mais pourquoi tu dis que la Mishnah, quand elle a retiré la crédibilité de l'artisan, il n'a pas de Hazaka, c'est parce que, généralement, on lui donne pour réparation. Alors, qu'est-ce qu'a dit Rabat? C'est uniquement s'il lui a donné à réparer devant deux edim, parce qu'il n'a pas de migo. Mais s'il lui avait confié en aparté, alors dans ce cas-là, il est ne'eman, il a la chazaka. Pourquoi il a la chazaka? Parce qu'il a un migo. Et quel est le migo? Migo qu'il aurait pu lui dire, lo hayud varim me'olam. Alors quand il lui dit, les kohai biyadi, ne'eman. Alors Abaye dit, tu cherches un migo? Eh bien, je peux te donner un migo même dans le cas de edim.
Tu as dit que la Mishnah parle de Edim. Même dans ce cas, je te trouve un migo. Il aurait pu lui dire, je te l'ai rendu. Tu me l'as confié devant de Edim, je te l'ai rendu après réparation. Il aurait pu cacher l'appareil, il lui dit, je te l'ai déjà rendu. Mais il n'a pas fait ça. Il lui dit, l'appareil, le voilà. Mais tu me l'as vendu. Au début, tu me l'as donné pour réparation, mais après, je t'ai demandé ce que tu veux me le vendre, tu me l'as vendu. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de migo? Pourquoi la Mishnah dit, en lo hazaka? Amar le Rabba. Rabba répond, Mi savart amafkid etzel havero be'edim eno tzarich le'achzir lo be'edim, là, c'est le cas d'Atar. Et là, mafkid etzel havero be'edim tzarich le'achzir lo be'edim. Rabba répond à cette question de Abaye. Il lui dit, détrompe-toi, Abaye. Il n'a pas de migo. Au cas où le propriétaire a remis l'appareil à réparer à l'artisan devant deux témoins, l'artisan ne pourra pas lui dire « je te l'ai déjà rendu ». Pourquoi? Car la halakha est qu'il doit le lui rendre devant deux edim. Comme il lui a confié devant deux témoins, il doit le lui rendre pareil devant deux témoins. J'ouvre une parenthèse. J'ai vu que vous avez été choqués par cette halakha et vous avez raison. Vous allez voir plus tard que Rabba va se raviser et il va dire à Abaye, tu as raison, je me suis trompé. Il n'y a pas d'obligation de rendre devant les témoins. On peut confier à l'artisan devant deux témoins, mais l'artisan n'a pas besoin obligatoirement de restituer l'objet devant deux témoins. Il peut le lui rendre même en aparté. Mais Rabotaï, je ne sais pas si j'ai bien fait d'anticiper. J'ai anticipé parce que j'ai vu que vous avez dit « Oh !» Mais vous étiez choqués. Mais vous aviez raison d'être choqués. C'est juste pour vous donner raison. Mais je ferme la parenthèse. Oubliez ce que je viens de dire. On est pour l'instant dans la position de Rabba, qui dit que, comme il a confié, ainsi il doit rendre. Il lui a confié le propriétaire à l'artisan devant deux témoins, ainsi l'artisan doit rendre au propriétaire devant deux témoins. Alors dans ce cas-là, il ne bénéficie pas du migo. C'était quoi le migo? C'était quoi la couchette d'Abaye? Migo, je te l'ai déjà rendu. C'est pas vrai. Si tu me l'as rendu, où sont les témoins que tu me l'as rendu? Donc il n'y a pas de migo. C'est comme ça que Rabba a tiré son épingle du jeu, très joliment. Mais Abaye n'a pas baissé les armes. Et Abaye continue d'adresser une objection à Rabba. Et il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec la braïta suivante? Cette braïta va être longue. Il va falloir d'abord l'analyser. Et après l'avoir analysée, on va déduire une kushia contre Rabba à laquelle il répondra. Regardez. Et Tivé Abaye. Ra'a avdo beyad umman. Vetalito beyad koves. Omerlo mativo etzlecha. Omerlo ata mechartali. Ata netatoli bematana. Lo amar klum. Befanai amartalo lemochro. O litnolo bematana. Devarav kayamin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Baraïta parle de deux objets, deux éléments. Evet Kenaani et Talit. Un costume, un vêtement. Alors regardez. Si Réhouven vient voir Shimon. Shimon, c'est l'artisan. Réhouven dit à Shimon, l'artisan, qu'est-ce que fait mon Evet Kenaani chez toi? Ou bien il lui demande, qu'est-ce que fait mon Talit chez toi? Ra'a avdo beyad umman. Il a vu son Evet Kenaani entre les mains d'un artisan. Qu'est-ce que fait le Evet Kenaani chez l'artisan? Il est venu apprendre l'art, le métier, l'artisanat. C'est-à-dire, par exemple, c'était un menuisier. Le Evet Kenaani de Réhouven se trouve chez Shimon. Et les Mefarshim expliquent ici qu'il ne faut pas comparer le Evet Kenaani et le Talit au niveau du temps de la Chazaka. On a déjà appris que le Evet Kenaani
est semblable à un bien immobilier. Combien de temps dure la chazaka d'un bien immobilier? 3 ans. Combien de temps dure la chazaka d'un Evet Kenaani? 3 ans. Alors que le talit, combien de temps ça dure? 1 seconde, instantané. Alors, donc il y a une différence entre, et il a trouvé le Evet Kenaani chez lui, ou il a trouvé le talit chez lui, et il lui dit, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Le Evet Kenaani, c'est sûr qu'il est là déjà depuis 3 ans. Parce que s'il n'est pas là depuis 3 ans, donc il n'y a pas de chazaka. Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai vendu? Alors montre-moi le shtar. Montre-moi le shtar de vente. Donc, pourquoi il n'a pas le shtar de vente? Parce que 3 ans se sont déjà écoulés. Pour un objet, pourquoi il ne lui dit pas où est le shtar? Parce qu'un objet, on ne le vend pas avec un shtar. Un Evet Kenaani, ça se vend avec un shtar, et pas un objet. Alors, la chazaka d'un objet, elle est immédiate. La chazaka de Evet Kenaani, elle dure 3 ans. Donc, il ne faut pas comparer les deux. Au niveau du temps. Je parlerai qu'au niveau du temps. Mais dans les deux cas, il y a chazaka. Alors, qu'est-ce que prétend maintenant le propriétaire? Pas celui qui est détenteur du Evet Kenaani ou détenteur du talit. Qui est le détenteur? C'est un ouman, un artisan. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il prétend? Il prétend qu'il lui a donné le Evet Kenaani pour quoi faire? Pour apprendre le métier. Very good. Il lui a donné le talit pour quoi faire? Pour le réparer. Alors, qu'est-ce que l'autre dit? Mais non, tu me l'as vendu. C'est ça la parole contre parole. Répétons. Ra'a Avdo Beyad Ouman. Il a vu son Evet Kenaani entre les mains du Ouman. Vetalito Beyad Koves. Ou son talit entre les mains de qui? Du laveur. Pas réparateur, celui qui fait le dégraisseur, le dégraissage, le pressing. Le blanchisseur, voilà le mot que je cherchais. Alors, il voit le talit entre les mains du blanchisseur, il lui dit Mativoet Slecha, que fait mon talit chez toi? Ou que fait mon Evet Kenaani? Qu'est-ce qu'il lui répond? Ata mechar toli, c'est toi qui me l'as vendu. Ou bien Atan et Tatoli be matana, ou bien c'est toi qui me l'as donné cadeau, que ce soit le Evet Kenaani ou le talit. Parole contre parole, qui faut-il croire? Ça dépend. S'il y a un chazaka pour le... Lo amar kloum. Qu'est-ce que ça veut dire lo amar kloum? L'artisan, tout ce qu'il a dit, c'est nul, c'est caduc, nul et non avenu. Pourquoi? Parce qu'un artisan, c'est normal qu'on lui donne un Evet Kenaani pour de l'apprentissage. Il lui fait une formation, c'est un stage de formation. Ou bien un talit, c'est pour le réparer. Donc ça s'appelle entre guillemets Hazaka she'en imah ta'ana. Ça veut dire c'est une Hazaka. En général, la Hazaka elle est basée sur une ta'ana. Tu me l'as vendue. Mais cette ta'ana, tu me l'as vendue, elle vaut rien. Car c'est pas vrai. Quand on donne à un artisan, c'est pour réparer, c'est pas pour vendre. Quand on donne à un artisan, un Evet Kenaani, c'est pour apprendre le métier. Lo amar kloum. Mais si il lui a répondu, l'artisan a répondu. Befanai amartalo le mochro, velitnolo bematana, dvarav kayamin. Si l'affaire ici, elle n'est pas entre Réhouven, Shimon, pardon, elle n'est pas entre Réhouven et Shimon. Elle est entre Réhouven, Shimon et Lévi. Écoutez bien. Lévi, c'est l'artisan. Réhouven dit à Lévi, qu'est-ce qui fait mon réveil chez toi? Qu'est-ce qui fait mon talit chez toi? Il lui dit, écoute, toi, tu l'as donné à Shimon pour me le vendre. Toi-même, tu as dit à Shimon, tu dis, prends mon réveil, vends-lui. Tu as pris mon talit, ton talit, tu as dit, vends-le à Lévi. Donc, tu lui as dit devant moi, devant mes propres yeux, tu lui as dit ça. Befanaï, c'est quoi Befanaï? Devant moi, Amartalo le mochro, tu lui as dit de me le vendre. Velit nolo bematana, et de lui donner, c'est-à-dire en parlant de lui-même. Comme s'il voulait dire litnoli bematana. Dvarav kayamin, eh bien ça marche. La Gemara pose la question, elle dit Maishna Recha,
Umaishna Sefa. J'ai pas compris. Pourquoi dans le premier cas, tu me dis que oui, en effet, ça marche, et dans le premier cas, il n'est pas crédible, dans le deuxième cas, il est crédible. C'est là que la Gemara parle de l'histoire du troisième. Amar Abba sifa beyotse mitahat yedei acher. Veka amar le acher, befanai amartalo le mochro velitnolo bematana. C'est-à-dire que, en fait, celui qui prétend au profit de l'artisan, c'est le acher. C'est Shimon qui défend Lévi. Réhouven a dit à Lévi, mais c'est à moi ça. Ce Réhouven, c'est à moi, ce talit. Shimon dit, mais menteur. Menteur, Réhouven. Qu'est-ce que tu dis que tu lui as donné à réparer ou à prendre le métier? Ah putain, tu me l'as donné à moi. Pour lui vendre. Tu m'as dit, va lui vendre. Eh bien, qui faut-il croire entre Réhouven et Shimon? Shimon, défenseur de Lévi. Qui faut-il croire? Réhouven, le propriétaire, ou Shimon, défenseur de Lévi? C'est Shimon qu'il faut croire. Pourquoi? C'est-à-dire, entre Réhouven et Shimon n'est pas un artisan. Shimon, c'est un homme lambda, classique. Si la bagarre était entre Réhouven et Shimon, qui fallait-il croire? Évidemment, Shimon. Shimon, il a une chazaka. Pour le Eved Kenani, il est chez lui pendant 3 ans. Pour le Talit, il est chez lui, même instantanément, il a une chazaka. Donc c'est sûr qu'entre Réhouven et Shimon, qui a raison? Shimon. Si Shimon disait, tu me l'as vendu, tout va bien pour Shimon. Maintenant, Shimon ne dit pas, tu me l'as vendu. Shimon dit à Réhouven, toi, tu m'as dit de lui vendre à Lévi. Ou bien de le lui donner. Et étant donné que Shimon a un migo, c'est qu'il aurait pu lui dire, tu me l'as vendu ou tu me l'as donné, et ça aurait marché. Alors il est Ne'eman, il est crédible aussi quand il prend la défense de Lévi. Il faut prendre les paroles de Shimon comme des paroles fortes, crédibles, car il a un migo. Fin de la compréhension de la Braïta. Abaye déduit de là une couchia forte. Et il dit, Echidami, de quoi on parle ici? Ideika edim, la malira. S'il y a des témoins, pourquoi a-t-on besoin de préciser qu'il a vu? Ça veut dire qu'il voit maintenant l'objet, l'appareil se trouve ici. Le talit est là, le Eved Kenani là. On n'a pas besoin de ça. Pour dire que l'artisan n'est pas crédible, on n'a pas besoin qu'au moment de la réclamation de l'ex-propriétaire, qu'il puisse pointer du doigt l'appareil, qu'il puisse pointer du doigt le talit, le Eved Kenani, même s'ils ils ne sont pas présents, ni le talit, ni le Eved Kenani. Tout de même, la réclamation de l'ex-propriétaire, la réclamation du propriétaire, elle doit être toujours valable. Car qu'est-ce qu'il lui dit? Rends-moi mon Eved Kenani, rends-moi mon talit. Le Eved Kenani, je l'ai donné pour lui apprendre le métier. Mon talit, je l'ai donné pour le laver. Rends-le-moi. On n'a pas besoin de ra'a. Vu qu'il y a des edim au moment de la livraison, d'après Rabat, s'il y a des edim, alors ça suffit. Alors pourquoi on a besoin de ra'a? Ça veut dire que maintenant l'objet est là devant nous. On n'a pas besoin qu'il soit là, même si l'objet est absent. Même si l'objet est dissimulé. Malgré tout, il a toujours une force de réclamation, le propriétaire. Je répète, Eridami, de quoi on parle? Ideika edim, s'il y avait des edim au moment de la livraison, la malira'a, pourquoi on a besoin que l'objet soit présent et qu'il le pointe du doigt en disant, mais ça c'est à moi. Niti edim venishkol, il n'a qu'à amener des edim comme quoi il lui avait confié pour lui apprendre le métier, le Eved Kenani, ou le talit pour le laver. Et c'est tout. Il lui dit, monsieur, tu me rends, point à la ligne. Vous vous rappelez? Puisqu'on avait dit que il faut restituer devant des edim. Et la l'abdeleka edim. Donc forcément, il faut dire qu'il n'y avait pas de témoin.
Dans cette braïta, la braïta, elle parle d'un cas où il n'y avait pas de témoin au moment de la livraison. Vechira'a miha tafisle. Et si l'objet est ici présent, on voit que le réclamateur, le propriétaire, est en position de force. Puisque la braïta a dit que l'artisan, ce qu'il a dit, c'est caduc. Il faut lui rendre l'objet. D'accord, même sans edim. Donc tu vois que c'est faux ce que tu as dit, Rabba. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'avait dit Rabba? Bravo! Que la Mishnah qui a dit que Ouman en lo chazaka, le Ouman n'a pas de chazaka, c'est uniquement lorsqu'il y avait des edim au moment de la livraison. Mais s'il n'y avait... Oui, je parle de Ouman. Oui, je parle de Ouman. Que le Ouman n'a pas de chazaka que s'il y avait des edim au moment de la livraison de l'objet. Mais s'il n'y avait pas de edim au moment où il lui a confié l'objet, alors puisque le Ouman a un migo de l'Ayudvarim et Olam, alors il a aussi une crédibilité quand il dit « tu me l'as vendu ». C'est ce qu'avait dit Rabba. Abaye lui démontre que c'est pas vrai. Puisqu'ici, il n'y avait pas de edim, et pourtant, on n'accorde pas de crédibilité au Ouman. C'est une question bombardesque. Alors Rabba répond à Abaye comme ça. Il rétorque en disant « Lo, leolam deika edim ». Bémet, on peut dire que la Braïta, elle parle du cas où il y avait des edim. Alors pourquoi on a besoin que l'objet soit présent? Mais ou des ra'a. Il faut que l'objet soit là encore. Pourquoi? Il faut qu'il puisse pointer du doigt en disant « Voilà, l'objet, il est là ». Pas seulement que je l'ai confié. Mais en plus, il faut qu'il dise « Tu ne me l'as pas rendu. Il est là chez toi. » Il lui a dit « Ah bon? Je comprends pas je comprends plus rien. » Il lui a dit, mais tu as dit toi-même que quand il y a des edim, on n'a pas besoin que l'objet soit présent. Même si l'objet est absent, le propriétaire est en position de force. Pourquoi? Parce qu'il dit à l'artisan, dis-moi où est l'objet? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu ne m'as jamais rien donné? Il y a des edim que je t'ai confié un objet. Alors, il n'a pas de migo pour dire « tu me l'as vendu ». Car il y a des edim qui ont vu que je l'ai confié, non pas pour la vente, je l'ai confié. Et qu'est-ce que tu vas dire? Que tu me l'as rendu? Tu ne peux pas dire que tu me l'as rendu. Pourquoi? Il est là, parce qu'il est là. Non, c'est pour ça qu'il est là. Oui, mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. D'après Rabba, même s'il est absent, l'objet, il n'est pas là. Et bravo, il y a des edim que je l'ai confié. Et qu'est-ce qu'avait dit Rabba? C'est-à-dire que puisque je l'ai confié devant des edim, tu ne peux pas te débiner, cher artisan. Pourquoi tu ne peux pas te faufiler? Parce que je l'ai donné devant des edim pour le réparer. Rends-le-moi devant des edim. Est-ce qu'il y a des edim que tu me l'as rendu? Non. Si tu n'as pas de edim que tu me l'as rendu, donc tu me l'as volé. Car il y a des edim que je l'ai donné. Où il est l'objet? Où est le Ebed Kenani? Alors, du fait que Rabba ait dit qu'il faut qu'il lui rende devant des edim, alors on n'a pas besoin de Ra'a. Alors vous comprenez comment Abaye retourne la Kushia à Rabba. Il lui a dit, j'ai pas compris pourquoi, s'il y a des edim au moment de la livraison, quand il lui a confié l'objet pour le réparer ou pour enseigner le métier à son Eved Kenani, pourquoi on a besoin qu'il soit là, Ra'a? Mais même s'ils sont absents, du fait qu'il n'ait pas de témoin qui lui a rendu, ça veut dire qu'il lui a pas rendu. Alors regardez la réponse qu'il lui donne, c'est extraordinaire. Amarle hadre bi. Il lui a dit, eh bien tu as raison, je me ravise. Je me ravise. Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire je me ravise? Je reviens sur ma décision. Je reviens sur ma décision, c'est-à-dire bravo. המפקיד לחברו בעדים, אינו צריך להחזיר לו בעדים. Il lui a dit, tu as raison. En effet, même s'il lui a confié devant des edim, il n'a pas besoin de lui rendre devant des edim. Et donc c'est la raison pour laquelle il fallait dire Ra'a. C'est pour ça qu'il faut que l'objet soit là maintenant. Car si l'objet était absent, c'est sûr qu'il aurait eu un migo. Quel migo? Il lui dit, ça y est, je te l'ai rendu. Ou tu m'aurais jamais rien donné? Non, il y a des edim qui lui a donné. Il y a des edim qui lui a donné. Et malgré tout,
Donc, en effet, il a amigo. Bruchim tiyu.